Bonjour! On se retrouve pour la conclusion de notre chapitre sur le système digestif. On a vu comment les aliments sont transformés, comment ils sont décomposés, et maintenant, on arrive à l'étape la plus importante, l'étape finale, l'absorption. C'est le moment où tous ces nutriments vont enfin traverser la paroi de l'intestin pour nourrir notre corps. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par regarder de plus près cette fameuse frontière d'absorption, là où tout se passe. Ensuite, on suivra le parcours des glucides, nos principaux carburants. Après ça, on s'attaquera au voyage des protéines qui sont, elles, essentielles pour construire nos tissus. Et enfin, on fera un petit résumé de tout ça et on verra ce qui nous attend pour la suite. Ok, nous voilà donc au cœur du réacteur, l'intestin grêle. Le chyme qui arrive de l'estomac, il est prêt. Son acidité a été neutralisée, il baigne dans les enzymes, la bile, bref, les grosses molécules ont été cassées en petits morceaux. La grande traversée peut enfin commencer. La question qui se pose, c'est bien celle-ci. Comment est-ce que ces nutriments, qui sont maintenant minuscules, réussissent à franchir la muraille de la paroi intestinale? Quels sont les mécanismes qui leur permettent de passer dans notre sang? Eh bien, la réponse, elle est à une échelle microscopique. Il faut imaginer la surface des cellules de l'intestin, non pas comme un mur tout lisse, mais plutôt comme un immense tapis de velours, très très dense. C'est ça ce qu'on appelle la bordure en brosse. Elle est formée par des milliers de tout petits replis, les microvillosités. C'est cette surface gigantesque qui est le théâtre de la digestion finale et le point d'entrée de tous nos nutriments. Allez, on commence avec nos principales sources d'énergie, les glucides. Vous allez voir que leur absorption, c'est un processus en 2 temps, un vrai modèle d'efficacité. La première étape, elle se passe directement dans la lumière de l'intestin. Prenez l'amidon, cette très longue chaîne de glucose, eh bien il est découpé par des enzymes, les amylases, en fragments beaucoup plus courts. Mais attention, à ce stade, ces morceaux sont encore bien trop gros pour passer à travers la barrière intestinale. C'est là qu'intervient la deuxième phase, qui se passe au contact même de la bordure en brosse. Là, on a des enzymes très spécifiques qui sont ancrées comme des ciseaux moléculaires prêts à l'emploi. Comme on peut le voir ici, chaque sucre complexe a son enzyme dédiée. La saccharase s'occupe du saccharose, la lactase du lactose, et ainsi de suite. Leur travail, c'est de produire les unités les plus simples possibles, le glucose, le fructose et le galactose. Il n'y a que ces molécules-là, les monosaccharides, qui pourront être absorbées. Maintenant, regardons comment ils entrent dans la cellule. C'est vraiment le moment clé. Pour le glucose et le galactose, l'entrée se fait par un transporteur qui s'appelle SGLT1. C'est un cotransporteur. Ça veut dire qu'il ne laisse entrer le glucose que s'il est accompagné d'un ion sodium. C'est un peu comme un ticket d'entrée pour 2. Le fructose, lui, il est plus indépendant. Il a sa propre porte, GLUT5. Une fois qu'ils sont tous à l'intérieur, ils doivent ressortir de l'autre côté pour aller dans le sang. Et pour ça, ils utilisent tous la même porte de sortie, le transporteur GLUT2. Et ce mécanisme SGLT1, il a une application clinique absolument vitale. Vous avez déjà remarqué que les solutions de réhydratation, ça contient toujours du sel et du sucre? Eh bien voilà pourquoi. En faisant entrer le sodium et le glucose dans les cellules, le corps crée un appel d'air pour l'eau, qui va suivre par osmose. Le sodium et le glucose tirent littéralement l'eau avec eux à l'intérieur de l'organisme. Et ça permet une réhydratation beaucoup plus efficace que si on buvait de l'eau toute seule. Donc, si on récapitule ce parcours super bien orchestré, on part des polysaccharides dans l'intestin, les amylases font un premier découpage, ensuite au contact de la bordure en brosse, les disaccharidases finissent le travail et produisent des monosaccharides. Ceux-là entrent dans la cellule via des transporteurs spécifiques comme SGLT1, et enfin, ils en sortent pour rejoindre les capillaires sanguins, de la lumière de l'intestin jusqu'au sang, le chemin est bouclé. Bon, après les glucides, passons aux protéines. Là, leur absorption, c'est un défi un peu plus complexe parce qu'il faut gérer plus de 20 types d'acides aminés différents, et chacun a un peu sa propre personnalité chimique. Voilà la palette des acides aminés. Le point vraiment crucial à comprendre ici, c'est que certains d'entre eux sont dits essentiels. C'est un peu comme des briques de construction spéciales que notre corps est incapable de fabriquer lui-même. On est donc absolument obligé de les trouver dans ce qu'on mange. Sinon, impossible de fabriquer les protéines qui sont vitales à notre fonctionnement. Et comme pour les glucides, la digestion des protéines n'est pas tout à fait terminée dans la lumière de l'intestin. Le coup de ciseau final, il est donné au niveau de la bordure en brosse grâce à des enzymes qu'on appelle les peptidases. Elles vont produire des acides aminés libres, mais aussi de tout petits peptides de 2 ou 3 acides aminés qu'on appelle des di- et des tripeptides. Alors, comment tout ça passe la barrière? Les acides aminés seuls ont leur propre transporteur, souvent couplé au sodium. Mais il y a un mécanisme super efficace pour les petits peptides. Ils entrent via le transporteur PEP-T1, qui les fait passer en même temps qu'un ion hydrogène.
Et pour que le système ne s'enraie pas, la cellule échange cet ion hydrogène contre un ion sodium grâce à un autre transporteur. C'est très malin. Une fois à l'intérieur, ces petits peptides sont finalement découpés en acides aminés individuels avant de passer dans la circulation sanguine. Voilà, on a suivi le chemin des glucides et des protéines jusqu'au sang. Faisons maintenant un petit bilan des grandes règles de l'absorption, avant de voir où toute cette aventure nous mène. Il y a 4 points essentiels à retenir. Premièrement, on n'absorbe que les plus petites briques, les monosaccharides et les acides aminés, ou alors de tout petits peptides. Deuxièmement, la digestion finale a lieu grâce à des enzymes qui sont sur la bordure en brosse. Troisièmement, le passage dans la cellule se fait obligatoirement via des transporteurs spécifiques, des sortes de portes d'entrée très sélectives. Et quatrièmement, un concept fondamental, la cellule intestinale est polarisée. Ça veut simplement dire que sa face entrée, côté intestin, et sa face sortie, côté sang, sont différentes. Elles n'ont pas les mêmes équipements. C'est une cellule à sens unique. La mission est donc accomplie. Les nutriments sont bien dans le sang. Mais en réalité, un nouveau défi commence pour le corps. Comment gérer cet afflux massif d'énergie et de matériaux? Comment stocker ce qui est en trop? Et surtout, comment se débarrasser des déchets qui proviennent de leur utilisation? Eh bien, cette gestion des ressources et des déchets, c'est justement la mission du prochain grand système qu'on va étudier ensemble. Après la digestion, qui est en quelque sorte un système d'entrée, on va s'intéresser au système urinaire, qui est un système de régulation et de sortie. Il est absolument crucial pour maintenir l'équilibre de notre corps, l'homéostasie. Voilà, notre chapitre sur la digestion est terminé. Pour être bien sûr que tout est clair, n'oubliez pas d'aller faire les quiz qui sont disponibles sur le portail du cours. C'est vraiment la meilleure façon de consolider tout ça avant qu'on attaque le prochain système. À très bientôt!